Le potentiel solaire de l'Afrique est gigantesque. Cependant, force est de constater que cette énergie renouvelable est encore très largement sous-exploitée sur le continent. Sur une population totale d'un peu plus de 1,2 milliard d'habitants, 645 millions, soit plus de la moitié, n'ont aujourd'hui toujours pas accès à l'électricité. Si rien n'est fait, la situation s'aggravera puisqu'il est attendu que les Africains soient 2 fois plus nombreux en 2050. De ce fait, il apparaît aujourd'hui comme une évidence qu'il est devenu nécessaire de changer de paradigme et d'adopter des modes de production et de consommation viables à long terme comme l'énergie solaire. Ça fait donc que l'actualité s'intéresse ce soir à la question, aux défis et enjeux pour l'adoption de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une vision de développement durable à travers l'adoption des modes de production et de consommation durable pour inscrire les communautés dans des stratégies de croissance sobre en carbone. Reportage Ouattara Seydou. Pour la filière solaire photovoltaïque, la durée de l'ensoleillement varie entre 2000 et 2700 heures par an selon les régions. Bien que les techniques de cette filière soient de plus en plus compétitives avec les technologies standards, notamment eu égard aux baisses constantes du prix des panneaux, le caractère intermittent de cette source et l'inadéquation entre le profil d'irradiation solaire et le profil de charge de la Côte d'Ivoire ne favorisent pas un développement massif de solaire. Nous sommes face à un défi climatique. Le secteur d'activité ne souffre-t-il pas d'un manque d'information et de compréhension? Comme le dit le commun du mortel, l'énergie solaire peut être un catalyseur pour remédier aux problèmes de délestage et de rationnement en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous ce soir. Nous recevons pour parler de cette thématique importante pour nos États africains, M. Diomane Parfait. Bonsoir, M. Diomane. Bonsoir. Vous êtes expert international en pétrole et énergie et vous nous faites l'amitié d'être là sur ce plateau pour parler de cette thématique importante. Alors, l'énergie solaire, déjà de façon triviale, qu'est-ce que c'est? L'énergie solaire, on ne peut pas parler d'une seule énergie solaire. Il y a plusieurs énergies solaires. Ça dépend des composantes que nous envoie le Soleil. Le Soleil nous envoie plusieurs énergies primitives, dont la lumière, la chaleur, certaines ondes électromagnétiques, certaines ondes ultraviolettes. Et donc, les ondes que nous utilisons en général pour l'énergie à l'heure actuelle sont les ondes lumineuses et les ondes thermiques que nous utilisons. Donc aujourd'hui, quand on parle d'énergie solaire de façon générale, nous sommes campés sur la partie photovoltaïque et sur la partie énergie solaire thermodynamique. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il est utile d'en parler en ces temps-ci? Il est utile d'en parler parce que, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, nous avons des défis. Et face à ces défis, nous avons aussi des enjeux. Et ces défis, c'est d'abord d'avoir une certaine couverture électrique, couverture énergétique pour tout un continent et aussi en particulier pour notre pays. Donc face à ces défis, il faut trouver des alternatives qui permettent de faire croître le potentiel électrogène de chaque pays. C'est pour cela qu'on parle aussi d'énergie renouvelable. On parle d'énergie renouvelable parce que l'énergie renouvelable est une alternative aux énergies de stock. Donc les énergies de stock, ce sont des énergies qui sont déjà stockées comme les énergies fossiles et tout ça. Mais le terme énergie renouvelable en lui-même nécessite d'être un peu clarifié, si vous le permettez. Allez-y, je vous prie. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, en fait, on parle d'énergie qui se renouvelle à l'échelle humaine. Okay. L'échelle humaine, c'est très important. Une échelle humaine, c'est-à-dire, on vit à peu près 100 ans. Le soleil, par exemple, il s'élève tous les jours. Donc, à l'échelle humaine, on voit le soleil se lever et se coucher. L'éolienne, on voit l'éolienne battre, on le voit tous les jours. Ça, c'est à l'échelle humaine. Mais contrairement à ce qu'on pense, même le pétrole est aussi une énergie renouvelable. Mais du fait que le renouvellement du pétrole ne se fait pas à l'échelle humaine, c'est une énergie fossile qui se renouvelle sur des millions d'années.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun expert sérieux qui va vous dire que l'activité fossile est arrêtée et que le pétrole ne se produit plus dans la croûte terrestre. Perpétuel. Voilà. Le pétrole est toujours en perpétuel renouvellement, sauf que cette génération de pétrole se fait à une échelle qui est trop large par rapport à l'échelle humaine. Donc c'est pour recentrer. Donc quand on parle d'énergie renouvelable, on parle des énergies qui se renouvellent à l'état, dans l'échelle d'une vie humaine. Et il y en a 5 grandes familles. Vous avez l'énergie solaire, voilà, c'est l'objet de l'émission, parce qu'on voit le soleil. Vous avez l'énergie hydraulique, par les marées motrices et tout ça. Vous avez l'énergie géothermique. Vous avez aussi l'énergie biomasse. Et vous avez l'énergie éolienne. Et parmi ces 5 familles, vous avez 4 qui sont des énergies intermittentes. Elles sont des énergies renouvelables, mais à caractère intermittent. C'est-à-dire que c'est des énergies que vous voyez apparaître et qui disparaissent à un moment donné et qui reviennent. Par exemple, le soleil. Le soleil a une intermittence en Côte d'Ivoire quotidienne. Par contre, dans le pôle Nord, le soleil a une intermittence sur plusieurs mois. Le soleil il apparaît et on le reverra peut-être dans... plusieurs mois après. Donc ça, c'est des énergies intermittentes. Donc parmi ces 5 familles d'énergie, c'est-à-dire l'énergie éolienne, l'énergie biomasse, l'hydraulique, géothermique, le solaire, il y a une seule qui a une énergie renouvelable permanente, qui n'est pas intermittente, c'est l'énergie géothermique. C'est l'eau chaude qui vient de la croûte terrestre. Cette eau-là, elle sort en permanence, de façon permanente. Et tous les pays n'en sont pas dotés. Nous, aujourd'hui, notre potentiel est sur de l'énergie renouvelable à caractère intermittent. Alors, pour mieux comprendre et permettre à nos téléspectateurs de nous suivre, si nous parlons d'énergie renouvelable, ça veut dire qu'on peut parler aussi d'énergie tarissable. Exact. Les énergies tarissables, c'est l'apanage des énergies à stock, comme par exemple l'énergie fossile. Si vous basez votre production d'énergie sur, par exemple, des thermiques fossiles et que le stock arrive à manquer, vous allez basculer dans le mode de tarissement, dans le mode de pénurie. Et aujourd'hui, la situation que connaissent beaucoup de nos pays qui sont membres de l'UPDA, l'Union des pays producteurs, transporteurs, distributeurs d'énergie électrique d'Afrique, est que nous sommes sur des dualités. C'est-à-dire que nous sommes soit sur de l'hydraulique, soit sur du thermique fossile ou thermique fossile et hydraulique. Alors on va essayer de détendre un peu le mot thermique fossile. Thermique fossile, c'est par exemple ce qu'on entend par centrale thermique à gaz, parce que le gaz est d'origine pétrolière. Tout à fait. Tout ce qui est d'origine pétrolière est qualifié de source fossile. Donc, quand vous entendez énergie thermique fossile, ça peut être soit une centrale thermique qui est alimentée par du fioul, le fioul est d'origine pétrolière, soit par du gaz, le gaz est d'origine pétrolière, ou par d'autres éléments qui viennent de la ressource pétrolière. Et ces éléments-là sont tarissables. Aujourd'hui, à 75%, l'électricité fournie par notre pays repose à 75% sur du thermique fossile. Ce n'est pas mauvais en soi parce que c'est maîtrisé. C'est pas mauvais en soi. Mais il faudrait... aujourd'hui, dans un cadre de mixte énergétique, il faudrait aller vers certaines sources d'énergie renouvelables, fussent-elles à caractère intermittent, comme le solaire, justement, la biomasse et en l'état, ce qui nous intéresse sur ce plateau, c'est l'énergie solaire. Exact. Elle se décline en combien de types? L'énergie solaire se décline en 2 types de façon principale. Il y a des énergies solaires qui sont, par exemple, d'ordre cosmique. On ne va pas en parler. Ça, c'est par exemple quand des fusées vont dans l'espace. On ne va pas en parler. Effectivement. Mais là, on va parler de ce qui nous concerne sur la Terre. Là, nous avons l'énergie solaire photovoltaïque. C'est l'énergie que nous captons de la lumière du soleil. Et ensuite, nous avons l'énergie thermodynamique. Mais attention, la pensée populaire croit que l'énergie photovoltaïque fonctionne grâce à la chaleur du soleil. C'est une erreur. C'est ce qu'on croit de façon... Non, ce n'est pas parce qu'il fait chaud que les panneaux photovoltaïques marchent mieux. Ce n'est pas ça. Dans les panneaux, quand vous entendez le mot photovoltaïque, vous avez un radical qui est photon.
Photon veut dire lumière. Donc la réflexion de la lumière. Voilà, exact. Donc, on a dit que les panneaux photovoltaïques marchent uniquement grâce à la lumière. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud dans votre région que vous allez aller mettre des panneaux solaires photovoltaïques. Alors, quel est le système qui est le mieux adapté pour la Côte d'Ivoire, par exemple, et les États africains? Les deux. En Côte d'Ivoire, nous avons, dans l'élément que vous avez suivi, nous avons un taux d'ensoleillement qui est à peu près de l'ordre de 2500 heures par an. C'est suffisant pour faire de l'énergie solaire photovoltaïque. Ensuite, du point de vue de l'énergie thermique, thermodynamique, nous sommes quasiment aux valeurs similaires à celles du Maroc. Nous sommes à des valeurs à peu près de 5 kW par mètre carré par jour. C'est à peu près les performances du Maroc. Je dirais même que nous sommes un peu plus en avance. Plus en avance que le Maroc. Parce que le Maroc est exactement à 5 kW par mètre carré par jour en termes d'irradiation solaire sur son territoire. Et nous sommes à peu près à 5,25 ou 5,30 kWh. Mais par contre, aujourd'hui, le Maroc a l'une des plus grandes fermes solaires thermodynamiques du monde. Ça, c'est une prouesse qui fait honneur à l'Afrique. À l'Afrique, oui. Et donc, ce que le Maroc a fait, nous pouvons le faire. Mais on a une centrale, on a des centrales ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est rassurant. Mais nous partons par étapes. Là, déjà, ce qui est fait comme action au niveau des autorités, c'est d'abord de consolider, parce qu'on ne peut pas tout embrasser à la fois. On peut pas tout faire un bon plan. Il faut faire un bon plan. Aujourd'hui, le plan stratégique, c'est d'abord de stabiliser les acquis que nous avons. Les acquis que nous avons, c'est quoi? C'est l'hydraulique, c'est-à-dire l'hydroélectricité par les barrages, stabiliser. Ensuite, stabiliser la partie thermique fossile. Et pendant cela, les autres actions structurantes sont en cours. Vous avez des centrales solaires qui sont en cours. Vous avez la Côte d'Ivoire qui va abriter la plus grande centrale biomasse d'Afrique. Ça, c'est un potentiel incroyable qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Nous avons un potentiel biomasse le plus élevé d'Afrique. Et quelles sera donc les retombées? Les retombées, oui. Les retombées, puisque en face, nous avons des défis. Le fait d'avoir des défis, il faut aller face à ces défis, c'est-à-dire avoir un taux de couverture électrique assez suffisant, avoir un taux de desserte assez suffisant, avoir un taux d'électrification assez suffisant. Quand les populations ont accès à l'électricité, c'est une source de développement, c'est une source de quiétude. Alors on va comprendre un peu de façon très simple pour que les populations puissent comprendre c'est quoi le taux de desserte, c'est quoi le taux d'électrification. Je sais que vous avez le taux d'électrification, vous avez le taux de desserte ou de pénétration et la couverture énergétique. Exact. Et là, nous avons un croquis. Vous allez nous expliquer un peu comment est-ce qu'on comprend le taux d'électrification d'une localité. Exact. On nous dit par exemple que telle localité a été mise sous tension, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce à dire qu'ils ont l'électricité, il n'y aura plus de problème, enfin tout le monde a accès, ou ça se passe comment? Si vous pouvez donc aller au croquis pour mieux nous expliquer, s'il vous plaît, M. Diomane. OK. Là, nous avons évoqué 3 termes assez récurrents que nous entendons dans la presse, de la part de certains communicants. Vous avez le taux de pénétration, le taux d'électrification et le taux de couverture. Donc, vous avez ici, supposons que nous sommes dans un pays. Très bien. Et nous avons 6 localités. Localité 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Lorsque le courant arrive dans une localité, on suppose que la localité en question est électrifiée. On suppose, hein? Oui. Non, effectivement, elle est électrifiée. On n'a pas besoin que tous les habitants. En rouge, ici, vous avez les ménages électrifiés, c'est-à-dire que ceux qui ont le compteur. Vous avez les ménages non électrifiés. Donc, si nous prenons par exemple la localité numéro 6, nous voyons que dans la localité numéro 6, tous les ménages sont électrifiés. Tous les ménages sont électrifiés. C'est une localité électrifiée. Ici, vous avez une localité non électrifiée. Vous avez les ménages, non pas de courant. Par contre, vous pouvez avoir des localités non électrifiées avec des individus qui, dotés de groupes électrogènes ou de panneaux solaires, se créent eux-mêmes de façon autonome le moyen d'électrification. Voilà. Donc aujourd'hui, si nous essayons de regarder le tableau qui est là, nous voyons que sur les 6 localités que comporte ce pays,
vous avez 4 localités qui sont électrifiées. C'est-à-dire que 4 localités où arrive déjà le courant. Mais ça ne veut pas dire que tous les habitants ont accès au courant. Alors prenons par exemple le cas de la localité numéro 4. Voilà. Où aucune habitation n'est électrifiée. Là, nous sommes dans une localité qui n'est pas électrifiée d'abord et où aucun des habitants n'a de façon personnelle mené des actions pour son autonomisation électrique. Alors ça veut dire que lorsque on est dans ce cas-ci de la localité numéro 4, est-ce que cela voudrait dire qu'ils n'ont pas de signal? Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et ça peut être justifié par... Ce n'est pas seulement une volonté. Hein. Il y a certaines localités qui sont difficilement accessibles. Soit, j'ai fait plusieurs pays d'Afrique, j'ai vu des localités qui sont situées dans des zones marécageuses. Des localités qui Donc, sont difficile d'implanter des poteaux. Difficile d'implanter des panneaux, difficile d'implanter des poteaux. Ce n'est pas une volonté. C'est une réalité. J'en ai vu dans plusieurs pays d'Afrique, du nord au sud, j'en ai vu. Et là, ces pays-là, pour ces populations qui sont dans ce cas, nous avons maintenant l'énergie solaire qui vient en renfort pour aider. Très bien, mais avant de partir à l'énergie solaire, dans la localité numéro 2, avec votre permission, on a un seul ménage qui est électrifié. Exact. Et les 4 autres, non. Ça veut dire qu'eux, au moins, ils ont le signal, n'est-ce pas? Voilà. Dès que vous avez le courant qui arrive dans la localité, c'est-à-dire le poste électrique qui arrive dans la localité, immédiatement, vous êtes considéré comme une zone électrifiée. Ça ne veut pas dire que tous les habitants reçoivent le courant. En ce moment, pour votre zone, pour votre localité, on va calculer le taux de desserte. Le taux de desserte, c'est quoi? C'est exactement le nombre d'habitants qui a effectivement son compteur électrique par rapport au nombre d'habitants total de la région électrifiée. Donc ici, nous avons un petit diagramme qui est là. Je vais essayer d'expliquer avec votre permission. Ici, par exemple, on essaie de voir le taux de desserte de cette zone. Le taux de desserte de cette zone, ça sera quoi? Ça sera, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui ont effectivement accès au courant électrique. Qui ont un compteur. Qui ont un compteur par rapport à la population totale de cette zone. Ici, si on essaie de regarder, les zones électrifiées, il y en a combien? Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Le nombre de personnes qui ont accès effectivement à l'électricité, nous avons 3, 4, ici, et là. Donc nous nous retrouvons avec 10 ménages qui ont accès. Et on essaie de voir dans toutes les zones électrifiées combien de personnes il y a au total. Nous avons ici 4 zones électrifiées. 1, 2, 3, 4. Nous avons 5. 4 fois 4, ça fait 20. Donc, on se retrouve ici à un taux de pénétration de 10 ménages sur un total de 20. Ce qui nous fait un taux de pénétration de 50%. Par contre, si nous devons voir le taux d'électrification, c'est un mot que nous entendons régulièrement de la part des autorités et il y a lieu de clarifier. Le taux de desserte n'a rien à voir avec le taux d'électrification. Ça veut dire quoi, taux de desserte? Voilà. Le taux de desserte, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le taux de pénétration. Le taux de desserte, c'est le nombre de personnes effectives qui ont accès à l'électricité, mais pas dans l'ensemble du pays, uniquement dans les zones qui sont électrifiées. C'est-à-dire le taux de desserte est limité aux zones électrifiées. C'est pour cela que nous avons compté le nombre de ménages qu'il y a dans les zones électrifiées. Nous avons compté 20. Et sur ces 20, nous avons 10 qui ont effectivement accès. Ça nous fait un taux de desserte de 50%. Par contre, le taux d'électrification, lui, il est fait sur l'ensemble de la population. Qu'elle soit dans une zone électrifiée ou non, c'est l'ensemble. Donc ici, quand on reprend les mêmes 10 personnes qui sont là, on voit que là, on les évalue par rapport à 20 qui sont dans les zones électrifiées, auxquelles il faut ajouter les 10 autres qui ne sont pas dans les zones électrifiées. Donc ici, on voit que pour ce même pays, nous avons un taux de desserte de 50% et nous avons un taux d'électrification de 33%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un taux d'électrification supérieur à 85%. Nous sommes vraiment l'un des leaders sur ce domaine en taux d'électrification. Et à partir de là, quand ces deux mots sont compris, taux de desserte, c'est-à-dire ceux effectivement qui ont accès à l'électricité, mais seulement dans les zones électrifiées. Et ensuite, le taux d'électrification, ceux qui ont accès à l'électricité, mais
en considérant l'ensemble de la population. Et ensuite, nous terminons avec le taux de couverture. Oui. Ça, c'est le challenge des autorités. Le taux de couverture, nous comparons toutes les populations qui ont accès ici, population totale des zones électrifiées. Quel est le courant ou quel n'est pas le courant? On calcule les populations totales des zones électrifiées. Ici, nous avons 3 qui ont le courant, 2 qui n'ont pas le courant, mais on les compte quand même. Donc, en comptant l'ensemble, nous avons 20. Donc, ces 20 ménages rapportés à l'ensemble de la population, nous arrivons à un taux de couverture de 66%. Donc, l'objectif des autorités ivoiriennes, pour ce que je sais, c'est d'arriver à un taux de couverture de 100%, qui est le la deuxième fiche qu'on verra. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'avoir tout en bleu. Exactement. Quitte à ce que plus tard, il y ait des moyens qui soient mis en œuvre pour augmenter le taux de pénétration, puisque les régions étant déjà électrifiées, il faut maintenant mettre les moyens supplémentaires pour pouvoir augmenter le taux de pénétration, c'est-à-dire apporter le courant à chaque ménage. Mais pour certaines raisons, il y a certains qui ne veulent pas avoir le courant. Et ça, Ils ne veulent pas avoir de compteur, des factures à payer. Certains ne veulent pas avoir des factures à payer. En Côte d'Ivoire, ça paraît ahurissant, ça fait drôle de l'entendre. Oui. Mais j'ai vu des pays où des gens ne veulent pas entendre parler du... Je ne vais pas citer, c'est des pays que nous connaissons ici, qui ont eux-mêmes, les ménages préfèrent avoir leur propre groupe électrogène. Ils préfèrent avoir leur propre système panneau solaire, être indépendants, ne leur parlez même pas de la compagnie d'électricité. Et ceux-là, bien que le gouvernement ou bien l'État ait fait tout son possible pour électrifier toutes les zones, il se trouve que nous allons avoir des zones ici, voilà, c'est le cas que nous avons ici. Voici l'objectif, par exemple, de la Côte d'Ivoire. C'est d'avoir toutes les zones en bleu, toutes les zones électrifiées. Et derrière, avoir tous ces points en rouge. Mais je vous dis qu'ici, nous trouvons encore des pays qui ont des bons taux d'électrification, mais par contre, des gens refusent de façon volontaire d'avoir accès à l'électricité qui est fournie par le régulateur officiel. Donc, nous, l'objectif en Côte d'Ivoire, c'est ça. D'abord. Et on n'est pas loin de l'objectif. Ah non, on n'est pas loin. Parce on est à 85%. Déjà, nous avons 85% en taux d'électrification. Déjà, c'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment l'électricité par rapport à ça, nous avons déjà plus de 85% en taux d'électrification. Par contre, au niveau du taux de couverture, nous avons on peut l'évaluer de 2 façons. On peut évaluer le taux de couverture géographique, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le nombre d'habitants, mais on regarde quel est le nombre de localités qui ont accès, qui sont électrifiées par rapport aux localités qui ne sont pas encore électrifiées. Donc, c'est le seul paramètre, le taux de couverture, qui peut être évalué de façon géographique. Telle localité qui a le courant, telle localité n'a pas le courant, et on fait le rapport. Ou bien on peut rentrer dans un taux de couverture par ménage. Et ça fait 2 valeurs différentes. Par contre, le taux de pénétration et le taux d'électrification, c'est des données qui ne changent pas. Très bien. Et là, nos amis, par exemple, du Maghreb, ils sont déjà à des taux d'électrification qui frôlent déjà les 100%, quasiment les 100%. Mais nous ne sommes pas très loin. On l'a dit, oui. Oui, à 85%, d'où on vient. Je crois que c'est une belle... On est sur la bonne voie, en tout cas. On est sur la bonne voie, c'est une belle performance. Quand on compare, il faut tenir compte des éléments de relief. Tout à l'heure, j'ai parlé des régions accessibles. Nous sommes dans des régions forestières, où les populations qui vivent dans des localités sont difficilement accessibles, sont dans des forêts, dans des endroits. Donc, quand vous êtes dans des régions quasiment désertiques, où est-ce qu'on peut implanter rapidement, vous voyez qu'eux, ils vont progresser vers le solaire. Oui, ils vont progresser très vite. Mais nous devons couper des arbres, tracer des routes, pour envoyer le courant à des populations qui sont dans des contrées assez reculées. Donc, comparer en disant que le Maghreb est à 100% et que nous ne sommes qu'à 95%, on ne peut pas comparer parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Très bien. Alors, donc, le solaire devient une solution pour nous et un défi. Vous allez, si on a terminé avec les croquis, vous allez revenir. Merci.
Merci en tout cas pour la démonstration. Je pense que cela a fait comprendre à plus d'un les réalités que nous vivons dans nos États africains. Surtout que la Côte d'Ivoire est à 85%. Plus de 85% et on n'est pas loin d'atteindre les prouesses du Maghreb. Alors, lorsque le solaire devient donc nécessaire, vital et impérieux pour ces localités qui n'ont pas accès à cause de leur écosystème naturel, il faut le solaire. Alors, comment procéder pour avoir ce solaire-là? Là, nous avons deux approches. Ça a l'air facile, mais bon... Oui, il y a une première approche qui peut être l'approche industrielle. C'est-à-dire qu'on se met dans une localité proche où est-ce qu'on développe des fermes solaires. Une ferme solaire, c'est l'ensemble, mettre plusieurs panneaux ensemble pour produire l'électricité. Mais le problème encore de distribution va se poser. Parce que même si on produit le solaire, il faut envoyer le courant aux localités qui sont un peu isolées. Donc le même problème va se poser. Alors que le solaire est une alternative puisqu'on peut déplacer les panneaux directement sur les lieux où les populations en ont besoin. On n'aura pas besoin de tirer des pylônes, des câbles venant des pylônes depuis les points. On déplace simplement les panneaux. Voilà, c'est que des panneaux à installer. Donc, ça peut être géré soit pour des localités facilement accessibles par des centrales, comme ce qu'on est en train de faire, et les localités qui ne sont pas accessibles, les actions qui sont mises, c'est d'envoyer les panneaux solaires à ces endroits. Des centrales comme celle de Boundiali, par exemple. Exact. Dans le cas de celle de Boundiali, c'est des centrales qui sont construites en photovoltaïque et qui vont permettre de pouvoir renforcer le patrimoine, enfin le potentiel électrogène de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes en train donc d'aller vers cette énergie mixte, on va se dire, migrer vers les énergies mixtes, mais ça n'a pas aussi l'air facile que ça pour avoir tout ce qu'il faut pour que nous soyons au panneau solaire, de façon normale, comme un clin d'œil. Oui, le défi réel pour la Côte d'Ivoire, quel est-il? Le défi ne va pas changer. Le défi, c'est l'électrification à 100% des populations. Et ensuite, au niveau des enjeux, nous allons voir... On verra les enjeux tout à l'heure. Donc, au niveau des défis, c'est vraiment ça. Apporter l'électricité à toutes les localités. La première étape, qui est la couverture géographique. Et ensuite, la deuxième étape, mais ça se fait en parallèle, augmenter le taux de desserte pour que toutes les populations... Ce qui fait qu'il y a eu des actions qui ont été faites au niveau des compagnies locales pour réduire le coût de certaines factures, ce qui fait qu'il y a des factures, il y a des zones où tout le monde ne paye pas les mêmes taux. Voilà, tout le monde ne paye pas les mêmes taux parce qu'il faut soutenir les revenus faibles. Mais au niveau du solaire, tout n'est pas rose. Il faut faire très attention. Parce qu'on a de façon habituelle, on dit qu'on a le soleil, donc on devrait avoir l'énergie soleil. Oui. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Non, tout n'est pas aussi simple que ça. Parce que comme j'ai dit, si nous partons sur l'option de l'énergie solaire photovoltaïque, qui est par principe une énergie qui fonctionne avec la luminosité du soleil, il faut faire attention. C'est vraiment de la lumière dont on a besoin, mais pas la chaleur. Des gens sont souvent étonnés de voir que quand ils installent des panneaux solaires dans des régions où il fait très chaud, ça ne marche pas bien. Effectivement, les panneaux photovoltaïques ne sont pas faits pour marcher avec le soleil. Ça, c'est bien, il faut bien le préciser. C'est avec la lumière. C'est avec la lumière. Si vous êtes, par exemple, un cadre de votre région et que vous voulez faire plaisir à vos parents... Une école, mais renseignez-vous très bien. Renseignez-vous très bien. Parce que déjà, à partir de 35 à 40 degrés comme température ressentie, vous commencez à perdre en performance au niveau des panneaux solaires. Donc, si vous êtes dans des régions où vous avez l'irradiation qui est assez forte, attention aux panneaux solaires photovoltaïques. Ce qui veut dire qu'il faut des études avant d'installer tout ceci, bien sûr. Il faut des études. Non seulement que le côté thermique crée un problème, mais nous avons aussi le problème lié à la poussière, le taux d'empoussièrement. Il faut faire très attention. Les panneaux solaires ont des cellules qui doivent recevoir, photovoltaïques je veux dire, qui doivent recevoir de la lumière. Mais s'il y a de la poussière qui se dépose sur les panneaux, comme ce qu'on voit aujourd'hui à l'antenne, la poussière se dépose. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ce qu'on appelle un écran parasitaire. Donc, quand vous voulez installer des panneaux solaires à grande échelle, pensez à la maintenance. C'est-à-dire comment vous allez laver les panneaux, comment vous allez les nettoyer, de sorte à avoir le maximum
de luminosité au niveau de ces cellules. Avant d'installer même les panneaux, parlons prix, puisque cette affaire est gérée par des promoteurs privés, n'est-ce pas? Et là, pour l'instant, l'État n'est pas encore de façon officielle. L'État n'a pas ne gère pas ce dossier-là. L'État n'a pas ce... Très bien. L'État n'a pas ce mêlé, parce que vous avez le choix. L'État fait les mains et pieds pour vous mettre à disposition de l'électricité qui vient de l'outil de production, de l'électricité sécurisée qui vient des postes électriques. Tout le monde est libre. Le citoyen lambda a aussi le choix de s'équiper en panneaux solaires, sauf qu'il ne doit pas vendre. Il doit pas vendre. Il n'a pas de licence pour ça. Il ne doit pas vendre à son ami. C'est-à-dire que j'ai le panneau solaire, voisin, donne-moi un peu. On va faire un branchement parallèle. Non, ça c'est interdit. Vous voulez mettre le panneau solaire chez vous, vous avez le droit de... À combien? Parce qu'on parle de panneaux solaires, mais... Il faut compter, c'est entre... pour une maison duplex, rez-de-chaussée, premier niveau, il faut compter entre 7 et 10 millions. Pardon? 7 et 10 millions de francs CFA. C'est excessif. Eh ben, c'est le prix. C'est excessif. Tout le monde veut les panneaux solaires, mais les panneaux solaires, ce n'est pas ceux que vous voyez pour allumer une ampoule à la maison. Parce que quand vous avez une maison duplex, vous avez le frigo, au moins. Tout ce qui est appareil, tout ce qui est appareil, le climatiseur et tout ça, ce n'est pas les panneaux de 20 kW là, qui vont le faire. Hein. Attention. Donc de 7 à 10 millions. De 7 à 10 millions. Et quand je dis 7 millions, ça c'est gentil. C'est vraiment quelqu'un qui vous connaît. C'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît, qui ne prend pas de marge, quelqu'un qui vient sur le marché, qui a envie de faire sa promotion. Voilà, lui, il va aller à 7 millions, 7 à 10 millions. 7 à 8 millions. Mais le prix, quand vous voulez vous équiper, pour un duplex... Pour votre maison. Votre maison, prévoyez au bas mot, j'ai dit au bas mot, 10 millions. Vous avez le choix entre le courant qui est donné qui arrive de façon normale, en termes de taux de desserte, et vous avez le courant qui vient en termes de taux d'électrification, vous avez le choix. Par contre, le courant solaire, il ne faut pas croire que c'est du courant inoffensif. Voilà. Est-ce qu'il y a, après celui qui est passé par le stade des 10 millions, qui a installé ces panneaux, avant d'en arriver même à l'électrocution, qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, vous allez nous donner les réponses, est-ce qu'il s'installe comme on installerait par exemple un tableau? Ah non. Si vous avez par exemple votre maison qui est déjà bâtie, vous voulez installer les panneaux solaires sur la toiture, voilà, comme c'est fait. Ben écoutez, il faut penser d'abord à la structure qui va tenir... Du bâtiment. Parce que c'est lourd, n'est-ce pas? Non, c'est un poids relatif, mais je l'ai dit, votre toiture. Si vous avez fait votre toiture sur du bois qui est déjà pourri, ou bien du bois qui est déjà fatigué, ou du bois qui n'est pas résistant, quand vous venez encore rajouter des panneaux solaires là-dessus, pensez au fait que, j'ai dit tout à l'heure, vous devez aller régulièrement pour nettoyer. Donc ça fait déjà un poids humain là-dessus. Et on a connu beaucoup de cas de personnes qui installent des panneaux solaires et ça s'écroule. Ça s'écroule, ça collapse. Donc il faut bien comprendre ce qu'on veut. Quand vous dites que je veux des panneaux solaires, vous mettez vos 10 millions de côté. Ensuite, vous devez revérifier la structure, c'est-à-dire l'ossature, on dit l'ossature de votre bâtiment, mais surtout de votre charpente. Vérifiez l'ossature de votre charpente. Vérifiez l'accès, que vous avez un accès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les panneaux solaires sur la toiture et oublier. Il faut pouvoir y accéder. C'est-à-dire une sorte d'escalier qui pourrait... Il faut vraiment prendre les dispositions qu'il y a. Autrement, vous allez avoir de mauvaises surprises. Les panneaux solaires sont faits pour durer entre 25 et 30 ans. C'est vraiment louable. Moi, j'encourage ceux qui peuvent de le faire. Mais n'oubliez pas l'entretien. À partir de 35 à 40 degrés, vous perdez les performances, une bonne partie des performances. Et là, ça dépend des marques. Si vous allez dans des marques bas de gamme, déjà à partir de 30 degrés, vous commencez à percevoir cette chute de rendement. Donc, le conseil que je donne aux gens, l'énergie solaire en autonomie à la maison, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est une alternative, comme si vous avez un groupe électrogène chez vous. Mais la chose fondamentale, c'est de voir le rapport qualité-prix. Alors, on va en parler, on va écouter les Ivoiriens, parce que notre reporter Ouattara Seydou a recueilli quelques avis. Écoutons-les. Pour moi, c'est une autre solution pour régler le problème de délestage en Côte d'Ivoire. Parce que y a des pays comme le Sénégal
qu'ils ont pu régler ces problèmes aussi de délestage. Les pays développés comme l'Amérique, le Mexique, ils ont pu régler ce problème de délestage avec l'énergie solaire. Donc pour moi, c'est la meilleure solution. Il y a beaucoup de pays dans lesquels actuellement l'énergie solaire, comme les pays sahéliens et autres, remplace valablement l'électricité ordinaire. J'ai appris comme ça que si vous installez vos éléments ici à Abidjan, les gens, c'est pas permis de faire une installation solaire chez soi. Il faut une permission spéciale. Ça, on dit. Seulement que c'est pas tout le monde qui a accès à l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, ça nécessite vraiment des moyens financiers par rapport vraiment à nos parents qui sont dans les zones rurales comme cela. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à l'énergie solaire. Sinon, je pense bien que oui, ça peut être un catalyseur par rapport au délestage. Pour moi, l'énergie solaire est vraiment nécessaire en Côte d'Ivoire. Parce que vu le manque de la pluie, je pense que l'État doit fournir des besoins nécessaires comme argent et matériel pour permettre à l'énergie solaire de prendre la place en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vraiment nécessaire. On a plus de soleil que la pluie ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, l'énergie solaire a sa place en Côte d'Ivoire. Ce qui concerne l'énergie solaire, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Parce qu'on utilise toujours c'est toujours la CE qui donne le courant. Donc l'énergie solaire, je ne sais pas le rôle que ça peut réellement jouer sur ce côté-là. Effectivement, l'énergie solaire est vraiment un élément important en ce qui concerne le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que l'État doit plus mettre l'accent sur cet élément-là et permettre à tout un chacun, voilà, c'est-à-dire au moins la majorité de la population, à pouvoir s'acquitter d'une énergie solaire. Vu que, par exemple, de la manière ils ont fait un citoyen, un ordinateur, il peut faire un citoyen une énergie solaire. Voilà, je pense que c'est vraiment un élément important. Puis ça va favoriser en tout cas vraiment ce problème-là. Ça va régler un tant soit peu, voilà, pas totalement, mais un tant soit peu, ce problème d'électricité en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous suivre, nous sommes en train de parler avec M. Dioman, expert international en pétrole et énergie. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est l'énergie solaire, défi et enjeu pour la Côte d'Ivoire et in fine pour nos pays africains. Nous venons d'écouter donc l'avis des populations. Il y a quelque chose à corriger. Nous ne sommes pas en délestage, non. Nous sommes en rationnement. Voilà, c'est des choses bien différentes et je pense que bientôt, ça va prendre fin. Alors, je rebondis sur l'intervention de cette dame interviewée qui dit que chaque citoyen a une énergie solaire et un monsieur aussi qui a dit qu'il paraît que cela serait interdit. Non, ce ne l'est pas. Non, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. La preuve, vous voyez que des gens ont des particuliers. Des particuliers ont des panneaux photovoltaïques. Ce qui est interdit, c'est la vente. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas mettre... Parce que c'est quoi en fait? Déjà, avec l'électricité qui arrive dans certains quartiers, on a un seul qui a l'électricité et qui distribue aux autres. À tout le monde. C'est ce qui va arriver. Enfin, c'est ce qui peut arriver. Si tout le monde a... Si on n'interdit pas de distribuer. Si chacun veut mettre le panneau sur sa maison, si la toiture de sa maison, c'est une bonne chose. C'est ce qui est encouragé. À 10 millions, hein? Bon, un duplex. Voilà. Bon, une maison basse serait à combien? Bon, c'est ce que je dis, ça va dépendre quand on parle ça va dépendre des éléments que vous allez avoir à l'intérieur. Parce que c'est une question de puissance. Parce que quand je parle de 10 millions, ça veut dire, si vous voulez vous équiper en énergie solaire, quand il fait nuit, vous voulez aussi avoir l'énergie solaire. Donc, il ne faut pas avoir l'énergie solaire intermittente. Donc, quand je parle de 10 millions, c'est vraiment l'énergie solaire qui va vous servir en journée. Et quand il fait nuit, il y a des batteries qui se mettent en marche. Donc, il faut bien savoir ce qu'on veut. Très bien. Par contre, au niveau des panneaux solaires, il y a ceux de dernière génération qui sont capables même de capter encore la faible luminosité, même quand le ciel est nuageux, ou quand on n'a pas beaucoup de soleil. Ça, c'est une nouvelle génération qui arrive. Ça fait à peu près des 400 ou 320 kilowatts qu'on a.
Ça arrive. Donc, chacun peut avoir, mais ce qui est interdit, c'est qu'il ne faudrait pas que M. Dioman, parce qu'il a les moyens, il installe une ferme solaire chez lui. Et donne à son voisin. Et distribue à son voisin, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Hormis le côté donc entretien, la poussière qu'il faut éviter, il faut nettoyer, est-ce qu'il y aurait des risques d'électrocution comme avec l'électricité que nous avons? Quand on parle de courant, le courant, c'est du courant. Le courant, c'est du courant. Quelle que soit la source. Le courant, c'est du courant. C'est du courant électrique. L'unité, c'est l'ampère. C'est pareil. Vous êtes électrisé, vous êtes électrocuté. Électrisé, c'est quand vous êtes juste secoué là. Électrocuté, vous pouvez en mourir. Alors donc, comment nettoyer pour ceux-là qui ont installé cela? Il y a des services professionnels qui sont dédiés à ça. Et quand vous avez ce problème de chaleur et de poussière, souvent certains pays comme la Thaïlande, certains pays où on a eu... ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent les panneaux solaires sur des lacs. Okay. Ça s'appelle l'hydro-solaire. L'hydro pour la partie eau et solaire. Mais attention, ils n'installent pas à n'importe quel prix. Parce qu'il ne faudrait pas aller installer des panneaux solaires sur des lacs truffés de crocodiles ou d'hippopotames. Attention, c'est pas ça le but. Bien sûr, tout à fait. Eux, quand ils installent l'hydro-solaire sur des plans d'eau, sur des lacs, c'est des plans d'eau où vous allez peut-être trouver des oiseaux saisonniers, des cygnes, des oiseaux non... Pas de mammifères qui pourraient mettre à mal l'installation. Parce que installer sur des lacs, c'est bien, mais attention, n'oubliez pas, j'ai parlé d'un point qui est la maintenance. Si le crocodile qui est dans le lac, ou bien l'hippopotame qui est dans le lac, fait un lien entre la nourriture dont il a besoin et l'agent de maintenance qui part de façon régulière sur le lac, un jour le pire pourrait arriver. Donc, quand on veut installer des fermes hydrosolaires, que certains appellent souvent du solaire flottant, il faut faire attention à ce risque-là. C'est un risque réel, c'est un risque avéré. Si on est beaucoup de pays, c'est arrivé. Donc, il faut faire attention. Alors, en proposition, comment faire pour que les citoyens puissent avoir la capacité de mixer ces énergies-là? Aujourd'hui, une bonne chose, comme on l'a expliqué, on a expliqué le prix et ce qu'il faut, ça veut dire que chacun a la possibilité de le faire. Mais ce n'est pas gratuit, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le domaine du privé. Est-ce qu'il y a des pays où ça rentre dans le domaine public? Il y a des pays où ça rentre dans le domaine public, mais ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autorités qui offrent des panneaux solaires aux gens. Bien sûr. Parce que je dis, il y a un choix. C'est comme si vous demandez à des autorités d'offrir des groupes électrogènes aux populations. C'est du même acabit. On ne peut pas offrir des groupes électrogènes aux gens. Vous avez un choix. Le choix, c'est lequel? Vous avez l'outil de production. L'outil de production qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est un outil de production qui est de capacité supérieure à 2000 MW, quelque chose comme ça. Donc, on a un outil de production. Quand l'outil de production est performant, vous n'allez pas aller en Europe et vous allez voir des gens, des particuliers qui ont des groupes électrogènes dans leur... Tout à fait. Parce qu'ils ont atteint une certaine quiétude, comme on dit, électrique. Parce qu'avec le groupe aussi, il y a la nuisance. La nuisance. Il y a certaines villes que j'ai visitées aussi dans certains pays, mais impossible de circuler la nuit. Tout le monde est au groupe électrogène. Tout le monde est au groupe électrogène. Avec le bruit. C'est des villes où vous voyez le taux de couverture qui est dans le pays qui est bon, parce que le courant arrive, mais effectivement à l'intérieur, il y a des gens qui refusent de se mettre sur le réseau. Et c'est des groupes électrogènes. Vous dépassez, au niveau auditif, vous ne devez pas dépasser les 75 décibels. Faites un exemple. Vous allez sur Internet, vous téléchargez une application qui mesure le son, et vous passez dans ces rues-là, vous allez voir que fois vous êtes à 100 décibels. Vous êtes dans des risques de surdité. Est-ce que souvent les populations ne sont pas obligées d'aller au groupe électrogène quand il n'y a pas de stabilité au niveau de la couverture Exact. Lorsque le courant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une stabilité, vous avez une quiétude électrique, vous n'avez pas besoin. Mais quand vous êtes aussi dans une situation conjoncturelle, on n'a pas forcément besoin. Parce que la situation conjoncturelle, c'est quand vous rompez l'équilibre. La situation conjoncturelle, c'est-à-dire que de façon intrinsèque, vous êtes potentiellement en mesure de produire l'électricité. C'est la situation que nous avions.
Donc, il n'y a pas de problème de déséquilibre. Exactement. La situation conjoncturelle arrive quand il y a un événement conjoncturel qui vient pour rompre cet équilibre. Ça peut être soit technique, ça peut être climatique, ça peut être une erreur opérationnelle, ça peut rentrer dans... Mais en tout cas, on a un outil de production qui peut satisfaire la demande. La preuve, on exporte. Donc, on n'est pas d'un cas de délestage. Le délestage, c'est effectivement, comme déjà expliqué, c'est quand l'outil de production est de façon chronique incapable de satisfaire. La population a besoin de 1000 watts, l'outil peut produire seulement que 500 watts. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, les panneaux solaires, c'est bien, mais c'est votre argent. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais il faut se demander, est-ce que c'est rentable pour moi? Vous êtes l'expert. Oui. Est-ce que cela serait rentable pour celui qui investirait ces 10 millions quand même pour avoir cette énergie solaire-là? Bon, on peut sur le long terme, puisque vous avez dit 30 ans. Oui, 30 ans. 30 ans, c'est quand vous respectez ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes dans des conditions d'irradiation solaire efficaces, quand vous n'êtes pas dans des régions trop chaudes, et c'est parce qu'il fait trop chaud dans certaines régions que les gens ont recours à l'hydrosolaire, c'est-à-dire installer les panneaux solaires sur des lacs pour profiter un peu de la dissipation thermique et puis éviter que la poussière tombe là-dessus. Donc, si vous avez des moyens que vous pouvez vous acheter des panneaux solaires à un prix donné, vous le faites. Mais comme j'ai dit, vérifiez d'abord l'ossature de votre toiture, comme j'ai dit en conseil. Ensuite, vous vérifiez tout ce qui va avec, si vous avez des moyens de faire la maintenance et tout, et si c'est bon. Et ensuite, le risque d'électrocution. Ce n'est pas parce que c'est l'énergie solaire que cela ne pourrait pas non, attention, il faut faire attention. À la base, c'est des volts, c'est tout exactement. Petit. Mais après, c'est amplifié pour alimenter vos appareils. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux populations sur ce sujet? Pour terminer, il faudrait dire que l'énergie solaire est une énergie d'avenir. C'est vraiment une énergie d'avenir. Les gens sont pressés d'y arriver parce qu'on est dans une situation conjoncturelle, mais on va y arriver et on doit y arriver. Donc, ceux qui peuvent le faire à titre privé, c'est une bonne chose, moyennant les conseils que nous avons donnés. Et ensuite, à l'endroit des autorités, il serait bien, à un moment donné, qu'on installe nous-mêmes, ici en Côte d'Ivoire, et dans les pays membres de l'UPDA, ou bien dans l'un des pays membres de l'UPDA, pas forcément en Côte d'Ivoire, des hangars ou des usines où se montent nous-mêmes nos propres panneaux solaires. Voilà. Parce que le prix que nous avons, c'est un peu du prix parce que c'est importé. Et nous sommes en capacité de pouvoir le faire. On a les têtes pour ça. On sait comment ça se fait. Mettez les moyens, des hangars, des usines, on va vous sortir des panneaux solaires. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est terminée. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Dioman, expert international en pétrole et énergie. Alors, au total, l'énergie solaire est la garantie du développement économique et social de tous les pays. Il est primordial donc d'investir et faciliter l'accès à l'énergie solaire à long terme. Les progrès sociaux, éducation, santé, vie quotidienne et économique seront des facteurs clés de développement grâce à l'énergie solaire. Notre continent pourra alors pallier protection environnementale et développement en prenant la route de l'énergie verte avec le soleil. Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI 1. Bonsoir.